Ça, une intelligence profonde. Ça, il n'a pas le choix. Donc, on arrive bientôt à la fin de la première partie du livre, qui est une mise en place en fait du décor des 5 tomes, et qui passe par l'histoire pour planter ce décor. Ce que je raconte dans ce livre, dans le fond, comme me l'a dit hier Monsieur Milner en ouvrant le duel sur mes projets d'écriture, dans le fond, me dit-il, vous avez joué avec le Midrash. Le Midrash, pour ceux qui ont besoin d'éclaircissement, le Midrash, c'est un texte parallèle au Talmud qui, contrairement au Talmud qui suit son propre mouvement à partir de ses propres concepts initiaux, mais qui est ce qu'on peut appeler la Torah orale, c'est-à-dire l'incarnation existentielle des paroles de la Torah jusqu'au moindre atome de détail. Le Midrash, lui, s'écrit comme un commentaire des versets, verset par verset, mais il ressortit des mêmes maîtres et de la même époque. Et le Midrash, tantôt fait ce qu'on appelle le la halacha, c'est-à-dire tantôt il écrit la loi, tantôt il construit sur les versets des grandes extrapolations, des grands récits, des grandes narrations, qui sont d'une liberté folle, qui empruntent à l'allégorie, à la légende, au trait d'humour. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Midrash Agada, le Midrash de narration, le Midrash narratif. Et Milner m'a dit, dans le fond, vous avez joué avec le Midrash, et il me citait Kafka en me disant, Brodt a attesté que Kafka avait joué avec le Midrash. Simplement, me dit Milner, Kafka, en jouant avec le Midrash, joue la langue allemande contre elle-même, parce que, continue souverainement Milner, Kafka introduit dans la langue allemande un élément étranger à elle, qui vient de Flaubert, et qui produit un bouleversement intérieur de la langue, et pas de n'importe quel Flaubert, du Saint Julien l'Hospitalier, dans la légende de Saint Julien l'Hospitalier dans les Trois Contes, c'est-à-dire d'un Flaubert qui fait la narration d'un meurtre primitif, comme socle constitutif de l'œuvre de Kafka. Il me dit, vous ne jouez pas la langue française contre elle-même, vous autorisez une langue française extrêmement ondoyante et multiple, dit-il, d'abord parce que, comme moi, vous pensez qu'à beaucoup d'égards, la langue française en question est, sinon morte, du moins finissante, et que donc vous n'avez pas à la pirater pour une toxicité ou une violence dont elle est très porteuse, comme Kafka l'avait fait avec la langue allemande. Et effectivement, c'est vrai, c'est que cet ouvrage que je polis avec Thierry, dans une joie permanente, cet ouvrage est un immense texte midrashique, de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que c'est un jeu avec le midrash. Ce jeu, donc, se fait en 5 morceaux. Premier morceau qui parle de l'histoire, deuxième morceau qui parle de la question du moi. De la question du moi, ça a l'air d'être une question philosophique, et c'est beaucoup plus que ça. Et c'est justement ici, aujourd'hui, qu'on va voir apparaître pourquoi le tome 2 va être entièrement centré autour du moi. Donc je rappelle très brièvement les éléments initiaux de ce midrash. D'une part, la tourbe, d'autre part, le bâton. La tourbe, c'est une humanité à désespérer d'elle-même, parce qu'elle est seulement la perpétuation interminable de la culture qui persévère dans son être, comme dirait Spinoza. Tu sais, pardon de t'interrompre, mais ça, tu ne vas pas perdre le fil. Non.
c'est que Hugo parle de la tourbe, ou la foule, mais il dit volontiers la tourbe, comme étant le peuple non enseigné. Absolument. C'est le sens du mot turba en latin, par opposition à populus, qui serait un peuple, au contraire, enseigné. On a les mêmes pères en grec, on a le même père en hébreu. En grec, c'est oklos et démos. Oklos, c'est la foule chaotique, et démos, c'est la foule ordonnée. Et donc, la tourbe, d'un côté, une culture à désespérer d'elle-même, et à côté de cette culture à désespérer d'elle-même, l'événement exceptionnel du bâton, à dire qu'il n'y a d'humain qu'à faire exception. Et ce bâton, porté de génération en génération par des singuliers, par des hommes singuliers, qui s'appellent d'abord Adam, qui s'appellent ensuite Moïse, et dans ma narration, sont portés par une famille, un père d'abord qui s'en protège et qui l'enterre, et un fils, un père sublime mais inquiet de ce qui vient en Europe. On est dans l'an 1000, et un fils hardi, à la fois fidèle à l'égard de son père et profondément libre et profondément inventif aussi, et qui a un frère qui s'appelle Herman et qui est au contraire un très méchant personnage. On a reconnu là-dedans Jacob et Ésaü, mais transposé dans un contexte qui est le nôtre, qui est au commencement du nôtre, c'est-à-dire au commencement de l'Europe, puisque dans le fond, mon Midrash raconte la naissance et la fin de l'Europe, c'est-à-dire la naissance et la fin d'une aventure humaine qui a toutes les apparences de l'exception, qui nourrit des exceptions, mais qui les nourrit à son corps défendant, parce que dans le fond, elle les piège, précisément parce qu'elle les piège dans la tourbe. À ce premier massif narratif qui... Pardon. Quand tu dis exception, en fait, c'est quoi? C'est Mozart? Oui, oui, Mozart, oui. Mais aussi l'exception, l'exception pas seulement du créateur, mais peut-être aussi l'exception de l'homme de bien, mais dans la mesure où l'homme de bien aussi est toujours d'une certaine manière le dindon de la farce. Vincent de Paul. Voilà. Et puis, de l'autre côté, donc, pour boucler la boucle, et puisqu'on parle de l'histoire, ce qui se passe il y a 70-80 ans, c'est-à-dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les personnages qui étaient les plus en mesure d'en entendre le contenu, si je puis dire midrashique, pour ne pas dire légendaire, voilà, en langue, entre nous, je dirais midrashique, dans un public plus large, je dirais légendaire, ou mythologique, puisque dans le fond, on pourrait dire aussi que mon livre est une espèce de mythe de l'Europe, mais je préfère le dire un midrash. Et donc, les personnages sont Churchill, Tolkien, et un Sibelius devenu un personnage écossais, un lord écossais, qui s'appelle Ian Bute. Pourquoi ? Parce que ces trois hommes ont chacun développé un tel génie dans leur art propre qu'ils étaient d'une certaine manière dépassés par leur propre génialité et qu'ils sont en mesure d'entendre la vérité de la tourbe et d'entendre la vérité de ce midrash ou de ce mythe. Et c'est ici justement qu'après des récits parallèles entre ce temps 1000 et cette journée de 1945, après des événements, après par exemple un concert qui a été donné dans le château de Dian Bute par un très grand orchestre qui jouait sa 8e symphonie, après l'intervention très étrange d'un homme venu d'ailleurs, venu du camp d'Hermann, frère d'Elias, venu du camp qui est en Suisse, à Sion dans le Valais, je tiens à le préciser, venu du camp de l'administration de cette tourbe, donc venu du camp, dans le fond, de la résistance à l'exception, de la résistance à la haute intelligence du bâton. Et après donc l'irruption de ce Jean Genet, serviteur, on pourrait dire du mal pour faire vite, mais c'est plus compliqué que ça, et ben ce beau monde va
se retrouver devant la tourbière du château de Bute et vont assister dans cette tourbière à un de ces événements métaphysiques où le monde va changer sur son socle et où une grande scansion de l'histoire va se produire dans leurs yeux ou dans leurs oreilles. Nous allons voir ça. Et donc c'est le chapitre 16, La tempête de Tourbe. Mount Stuart, 8 mai 1945, 5h05 du matin. Churchill doit rentrer dardard ensuite pour saluer la foule à Buckingham Palace. Ils sortirent de la pièce. « Allons voir Bonham », lança Churchill, impatient de voir du sang. Bonham est son aide de camp qui a été blessé par Genet. « Je vous conduis », fit Mulligan. Et quant à Mulligan, Mulligan est le butler de Lord Bute et c'est un personnage véritablement angélique. Je vous le redirai, je vous expliquerai ça pourquoi après la lecture. Ils filèrent à l'étage et entrèrent dans la grande chambre de son aide de camp. Paisiblement allongé sur son lit, le jeune homme offrit un mince sourire au regard apeuré du vieux bulldog. Une infirmière militaire était à son côté. Un goutte à goutte se déversait lentement dans ses veines, diffusant la pénicilline, cette découverte géniale qui les sauvait. « Je ne suis pas mort, Prime Minister. Il s'en est fallu de peu. » Avec une œillade, Bonham souleva le drap, révélant un large bandage qui lui recouvrait une moitié du torse. « Ça, c'est un coup de couteau, dit-il. »« Quel chien !» râla Churchill. « Comment est-il arrivé jusqu'à vous ? Vous a-t-il parlé ?»« Il est venu vers moi et il m'a demandé en français « Vous voulez m'apprendre ?» J'ai répondu « Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne ?» Alors, il a eu un sourire bon et il m'a dit en me poignardant « L'obéissance. » Ils sortirent. Le jour se levait. Un interminable cortège de nuages qui avançait à vive allure sans jamais pouvoir achever leur parade. C'est après le bureau de Lord Bute. Le chemin continue sur la falaise puis descend une valleuse qui conduit à la tourbière devant la mer. Il nous faudra marcher près d'une demi-heure, annonça Mulligan. Churchill se tourna vers Lord Bute. J'ai 3 heures, Bute. Il faut que je prenne l'avion à Rothesay dans 4 heures, très exactement. Paysage de ronces chargés de mûres vertes, de haies épineuses, où poussaient des carottes sauvages, des ajoncs et des bruyères. Douces plages d'herbes dorées en longs cheveux desséchés par le sel, rythmées par les piquets de quelques barrières défoncées. Non que cette herbe valût cher, on n'y traînait même pas les chèvres, un faux pas, et c'était la chute et la mort. Si Elias était là, la paix aurait un sens. Qu'est-ce qu'on appellera la paix demain ? Pensa Mulligan. Quelques instants plus tard, il se répondit à lui-même, être débarrassé de soi-même. Que de choses se seront passées autour de cette 8e symphonie, dit Churchill. Je l'ai écrite sans savoir pourquoi, dit Lord Bute. J'ai sué comme sur toutes les autres, mais cette fois, j'étais au service. Vous comprenez ce que j'entends par là ? Comme moi jusqu'hier, acquiesça Churchill. Mais vous étiez au service de quelque chose de moins anecdotique que moi. Tolkien le regarda fixement, éberlué. Enfin, on arriva. À la faveur d'une petite pente, le sentier se flanqua brutalement d'immenses ronces. Un vent très violent s'était mis à rugir, s'engouffrant depuis la mer et menaçant de les faire choir. Tolkien était inquiet. Lentement, le tissu végétal s'éleva, cédant la place à d'autres espaces inconnus de lui, toujours aussi menaçants et piquants, mais qui ressemblaient davantage à des arbres. Un bruit d'eau résonna, très différent de la basse maintenant lointaine de la mer. Une voix infime et mousseuse, où tintait, signalant un engorgement, quelques glou-glous voluptueux. Ce grand couloir où il marchait redressé se continuait tout droit entre 2 murs d'épineux comme entre des gardes armés. Soudain, on découvrit à gauche une volée de marches, elles aussi dissimulées au regard profane. Lord Bute dit « Mr. Tolkien, ces marches datent de nombreux siècles, bien avant Mount Stuart. La descente en est rude. Ne vous soutenez à rien qui vous borde ou soyez blessé par les ronces. Il n'existe pas d'autre accès au fond de la valleuse. Vous verrez que vous ne vous retrouverez pas sur la plage, mais encore en hauteur. Le ruisseau s'est arrêté avant la mer. C'est la tourbière. Sentez-vous l'odeur qui remonte ? Cette odeur n'est pas normale, n'est-ce pas ? On dirait qu'elle augmente, alors que nous n'avons son pas. Confirma Mulligan. Lord Bute commença de descendre, suivi de Churchill, de Tolkien, de Mulligan, qui fermait la marche. Un silence presque renfermé, malgré le sifflement décrescendo du ruisseau. Une odeur intense de fumée. La terre détrempée exhalait un parfum de charbon. Lord Bute retrouva là un des accents qui avait inspiré les premières esquisses de sa symphonie.
Un jour de promenade solitaire aux abords de ces marches, il avait pensé peut-être que l'eau et le feu ont une commune nature et ne font qu'un en certains lieux. Plusieurs fois on perdit l'équilibre. On se rattrapa sans se retenir au décor, sans quoi la morsure des épines, plus violente que la peur, vous eût précipité en avant. Silence plus profond. Même le bruit du ruisseau s'était absenté. Tous les sens, dans cette pénombre toujours plus sombre, étaient suspendus à l'odorat. Terriblement riche, gorgé d'une diversité qui explosait aux narines des marcheurs, la présence de l'odeur éteignait toute attention des yeux et des oreilles. Les marches se firent plus basses, devenaient une pente pavée. La symphonie des bruyères, des sphènes et des orchidées les emplissait, de sorte qu'ils en avaient oublié qu'il y eût un espace et un temps, sinon un haut et un bas, où les senteurs s'étageaient à une altitude fantastique. On dirait une chambre, une cellule, songea Tolkien, étonné par l'étroitesse du site. À demi drogués par la marche, par l'air intense et par les idées inconnues qui les avaient traversés, ils s'étaient alignés sur la dernière ligne de pavement. Plus que d'un espace clos, c'était d'une extraordinaire intimité qu'ils jouissaient, mélangeant leur mutisme comme on broie des pigments sur une palette pour les unir en couleurs, dans une communion télépathique. Ils n'étaient retenus que par une terreur lointaine qui battait en sourdine dans le fond de leurs pensées. Devant eux, sous les premières couleurs de l'aurore que le lieu filtrait étrangement, une petite mare bordée de végétation prouvait que le ruisseau s'était immobilisé. Taches rouges, violettes, jaunes, des fleurs qu'ils ne connaissaient pas, contorsionnées, stylisées et longilignes, comme des serpents. Bruit infime d'abord, puis lentement précisé, dilaté. Tout ralentissait, tout remontait. De cette eau stagnante, de sa mémoire, des bourdonnements enfermés. Est-ce que ce sont mes pensées que j'entends, se dit le poète. Avec une incroyable lenteur, il s'avança et mit un premier pied sur le tapis des sphènes. Puis il se baissa parce qu'il le fallait. Allongé dans des effusions de lumière rouge, il voyait de très près la forêt des drosera, où les mouches, les abeilles, les libellules et les papillons variaient les protestations de leur agonie. Dans cet énorme piège où l'animal nourrissait la végétation, en une inversion de la progression naturelle, l'herbe dévorait la chair. Les secondes enchaînées rendaient les plaintes des insectes plus précises, plus violentes. Nul doute que la mort est la maîtresse de ce lieu, pensa Churchill, qui luttait pour résister à l'envoûtement. L'eau de la tourbière est extrêmement pure, parce que les sphènes se nourrissent des sels qu'elles ont dérobés à l'engorgement du ruisseau. Ne circulant plus, appauvrie siècle après siècle, l'eau est devenue plus acide. N'est-il pas étonnant qu'on appelle eau forte une eau acide, car c'est une eau qu'on a tuée et dont tout ce qui vivifie a été digéré. Mais le plus extraordinaire, c'est que ce processus où s'empilent des couches de végétaux, chaque couche nouvelle étouffant de mille anciennes, de sorte que la frontière du vivant et du mort devient indécidable, ralentit à mesure que l'eau devient plus pauvre. La vie de la tourbière a commencé dans la hâte, et l'invasion des plantes a été d'abord rapide, puis grossissant, pompant siècle après siècle dans des réserves toujours moins riches, elle a continué, mais plus doucement, plus faiblement, ainsi qu'on continue de vivre quand on agonise. Genet, qui les a suivis discrètement, s'est allongé à quelques pas d'eux. À quelques pas d'eux est aussi Hermann le prêcheur, qui pourtant n'a pas bougé depuis 1000 ans de sa grotte de Sion. Quelques pas, les pas du corps de la tourbe, progressant sur les terres d'Europe de siècle en siècle. Le courant de toutes les pensées du monde traverse le corps noir du prêcheur, Hermann. Dans sa grotte, sa main est sur son genou, toujours plus lourde, et le genou toujours plus dur et plus coupant. Sa main, depuis tant de siècles, s'est empalée dans le genou, sous le poids du menton, et encastrée aussi dans le menton, si bien que les trois commencent de s'agréger. L'autre main repose sur le bâton, d'un même poids. Mais le bâton ne coupe pas, ne perce pas, ne blesse pas. Dans le ciel, les masses d'eau évoluent au rythme de leur courant, que mesure la force de Coriolis. Il n'existerait pas sans la terre. Vous pensez que le ciel est si vaste qu'il l'humilie. Tel Pascal, vous la considérez comme le petit cachot dans ce canton détourné de l'univers. Vous vous abandonnez à la prétention. Tout se rabat sur la terre. Vos satellites gravitants tombent sans cesse.
Le ciel, je veux dire le bleu du ciel et le gris des nuages, retombe en pluie. Vos pensées, que vous croyez parties à la conquête du lointain comme une compagnie d'oies sauvages et qu'une balle de chasseurs massacre bête après bête, sont rabattues par la terre, qui finira toujours par les dévorer dans l'estomac de Hermann, le prêcheur du monde. Car c'est ainsi que se commande la tempête, comme la nécessité qui tient ensemble les parties de la boule terrestre. À Londres, les quelques traînards d'une fête croisent les premiers livreurs de lait, à Berlin où fument les ruines, à Paris où une femme quittant le lit d'un soldat regarde dans une glace sa chevelure soyeuse et auburn avec un soupçon d'inquiétude. Chacun, un bref moment, observe le tout, si l'on peut dire. Le climat les envahit tous au même instant, un picotement de l'air, une allégresse, une inquiétude. Le soldat russe sur son char chante un vieil air de son enfance géorgienne quand soudain il s'arrête et se fige. Le vieux grec qui surveille sa vigne se cambre et oublie jusqu'à son propre nom, tandis que la boule ronde du soleil l'interroge brutalement. Aussitôt, dans le monde, je veux dire, ce corps que les hommes ont fait avec la terre, l'histoire se suspend sur l'abîme, et chacun, d'une voix dont le prêcheur entend la sommation avec celle de tout autre, pense exactement, au même millième de seconde, la même chose. La guerre est finie. Nous sommes au matin du 8 mai 1945. Le monde, en vérité, sort du dernier prêche en date, c'est-à-dire de la forme dernière de l'empire qu'Hermann exerce sur les masses, car un royaume s'élève, mais un empire s'exerce. Mais croyez-vous que l'empire, contrairement à la nature, aime le vide, qu'il aime à relâcher soudain son étreinte? La liberté n'est pas une possibilité qu'il tolère, sinon pour ordonner une transition entre un prêche et le suivant. Le moment de redessiner le monde est venu. Alors explose, rugit, tonitruit la tempête. Ce n'est pas un vent, car le vent est mangé par la terre. Ce n'est pas une houle d'eau, car la mer est mangée par la terre. C'est une tempête de tourbe. C'est l'envahissement en chacun de son corps de tourbe, de sa matière terreuse qui, au fond de l'âme, le rabat sur les plantes mortes et mangées, sur les bêtes digérées, sur toutes les choses accumulées et nourries les unes des autres dans la vaste substance. En tout homme, une béance s'est ouverte où s'engouffre la matière du monde. Le débris végétal le laboure de ses âpres bourrasques. Il n'est plus homme parce que la guerre est finie. Il n'est plus animal, plus de tâches, plus rien à penser, plus de mots à prononcer, plus de fusils à armer. Au lieu de tout cela, une vaste plante humaine qui s'écoute soudain. Elle s'est ouverte entièrement. Le grincement du mycélium qui travaille dans le sous-sol, où l'on entend geindre et buter, entêter, douloureux, le petit champignon qui demande à passer la porte de la nuit et d'un pop se trouvera dans l'air. Il reste la digestion mutuelle de l'eau, de l'acide, des sels et de la plante. Rien de la civilisation et de l'humanité, chanson qui planait sur des rêves. Il ne reste que ce qui n'a pas de nom et même pas de silence. C'est cela, la tempête de tourbe. L'inouï, c'est qu'elle part et qu'elle revient, comme le panache de fumée à la bouche de Gandalf le magicien, de la bouche d'Hermann à la bouche d'Hermann le prêcheur du monde. Hermann est au plus mal. Le dégoût l'envahit. Les hommes, tenus les uns par les autres, dépendants, mendiants visqueux de ce que chacun pense en même temps que l'autre, tous ensemble, formant cette matière. Hermann lit en elle lit en lui. Seul organe vivace, son estomac sursaute, creux, affamé et mortellement dégoûté. Recevoir ou ne pas recevoir la nourriture dans la bouche, tout leur destin est là résumé. Ils veulent tous du pain dans la bouche, non l'hostie, la crème alvéolée de la mie, éponge souple, étonnée de son étendue, d'un rien qu'un levain a gonflé. Ils veulent de la mie de pain pour croître, pour n'avoir rien à dire, pour être plein. Le bâton, seconde après seconde, fuit son poing, mais lui le referme plus fort. Depuis longtemps, le bois ne lutte plus contre la peau, mais contre l'os. 1000 ans de guerre contre un bâton qui sait si bien fuir et se faire oublier. 1000 ans d'humiliation de l'objet de plus, qui est si bien maîtrisé que presque il n'est plus de plus. C'est du moins ce que veut Hermann. Mais là, broyant les petits os de sa propre main, il le retourne vers lui et lit dans un seul de ses mots. Il lit et tous les hommes le regardent car il a le masque d'un ange. Il y eut une longue hésitation. Tolkien avait déjà un pied sur les sphènes.
Devait-il avancer le second? Devait-il marcher? Churchill se sentait appelé lui aussi, mais il avait peur que son poids fasse céder l'épaisse couche du tremblant, car la tourbière flottait sur l'eau. En son milieu, où les sphènes n'avaient pas encore étendu leur tissu, un petit cercle d'eau muette miroitait sous un rayon. Le rayon disparut. Les bourdonnements des insectes devinrent un infernal vacarme. Désir de se boucher les oreilles, de descendre plus bas dans le tissu verdâtre et brun. Sur le sol, mort et vif, odorant, il semblait qu'on descende sans que le corps bouge, en rêve ou en esprit. Plaintes infimes et infinies d'une mouche. Tout autour, des milliards de cheveux s'enlaçant dans un crépitement liquide, comme explosent des paquets de gouttes à la lisière attentive de l'écume, un bruit de succion, de baisers. Chacun, envoûté par la tourbière, se retrouve enlacé. Les cœurs flottent, les pensées se mélangent et virent. Panache de couleurs et de sons. C'est un lent déploiement vertical. Tous gardent les yeux clos. Ils descendent vertigineusement le long du ruban de soie qui les conduit dans le gouffre de l'enfer. La tourbe prend possession de l'âme. Winston, Winston, la voix de sa mère, son accent américain. Voix grêle, jour d'hiver, sur un tapis de neige derrière Blenheim. Fuite de Winston, petit pied d'enfant qui court sur les fins cristaux et s'effraie de leur craquement. Prison des larmes, aiguillon de la terreur, le coup approche, le père est juste derrière, bête monstrueuse, dont le cri vous accable et vous réduit à un tas de chair, terrifié de l'espace qu'elle occupe, honteuse et sordide. Ne pas être, ne pas avoir été. Le regard de Randolph Churchill a scié son âme de part en part. Deux bouts sanglants pendant aux deux extrémités de l'univers. Pourquoi le monde est-il si vaste? Pourquoi dois-je le remplir? Une demi-moustache et une baderne avec lequel il flatte et soudain fustige le monde. Le Hitler de Charlot, le ballon du monde qui flotte et se perd dans les rideaux, le cri de son père. Soudain, cela devient un chien, bave au croc, énorme chien noir, black dog, dont la musculature est sans faille et la morsure certaine. Une absence. Le petit garçon est tombé, croc de la neige. Un tombeau, son lit d'enfant. Sa mère crie quelque part, veut le retrouver, mais il s'enfonce, tapis dans le sol, et veut coller, noire feuille pourrie, dissoudre sa trace, son empreinte dans la boue. Son corps est une chose. C'est là qu'est la vie, non plus dans son esprit. Il est un odorat qui respire dans une bouche. Boire seulement pour que passe l'eau acide qui tue et qui nourrit. Winston est corps et âme dans les bras de la tourbe. Tolkien était enfoncé à mi-cuisse dans cette ultime poussée de la végétation où s'achève le tapis des plantes. La noyade était promise au pas suivant. Lui aussi avait succombé au charme de cet espace végétal. Il n'offrait plus la moindre résistance. On lui prend son esprit et le mange. À peine subsiste la force de voir ce que c'est. Il voit. S'il pouvait, il se débattrait, mais c'est trop tard. Un œil. Non plus celui de l'homme de Birmingham. Racontez plus haut. L'œil cerclé de noir. L'œil même de la mort, il est dedans. Il n'y a pas de fuite dans le néant, lui dit Sauron. La voix qu'il entend et justifie son livre fou le fait presque mourir de surprise, d'amour de soi-même et de haine de tout. Lord Bute, lui, marchait enfin dans les notes de sa symphonie. Elle était née d'ici. Il refaisait les trois mouvements. Souvenir parfait de chaque mesure, de chaque entrée des cordes, des bois ou du pianiste. Il lui semblait que tout ce qu'il avait vu en écrivant les notes, sur le grain terriblement rêche de la partition, se trouvait là. La symphonie n'était pas de lui. Le prêcheur était dans une grotte, à Sion, dans les montagnes suisses. C'est cela. Il le savait, le voyait, en notes de musique. Viens à moi, vite. Il faut sauver ce qui doit l'être. Sans toi, je ne le pourrais. Lui disait, ce n'est pas écrit ça, à travers le réseau de la tourbe, d'un bout du monde à l'autre, le prêcheur. Était-il bon? Jan Bute voyait dans un rêve s'effondrer toutes les maisons de Rothesay. Au lieu des hommes, il voyait des êtres sanglants, courant les uns vers les autres, en brandissant des couteaux et des haches. C'était un rêve qu'il avait déjà fait. Cette fois, c'était une promesse. Il est assez étrange que je lis ça aujourd'hui.
Une voix, comme celle des insectes piégés dans les cavités rétractiles du Drosera. La tourbière n'est pas une mare, mais une bouche où s'amplifie la parole épidémique qui ravage la terre. Les hommes, nuque inclinée, 8 mai 1945. Ce n'est pas l'anniversaire de la liberté, c'est l'anniversaire de la prison renouvelée. Hermann prêche. Je mets fin à la guerre, j'achève les nations. Je mets fin à l'art, j'achève l'esprit. Je mets fin à la femme, j'achève l'amour. Je commande le moi pour la vie à venir. La formule est énoncée. Le sens est établi. Les choses sont en place. Depuis que cela a été dit, les personnes se rallument. À Londres, à New York, à Paris. Pourtant, ils ne comprennent pas parfaitement ce que signifie le verbe « achever ». Ils ont écouté non comme on écoute en soi, mais comme on écoute avant soi. Comme l'herbe écoute l'eau qui vient, ravive en elle les fibres de la tige et la rend tumescente. La vie recommence. Que serait la vie si elle ne reposait pas sur un sens ? Ne vous inquiétez pas, braves gens, cette tâche-là, seule qui eût requis votre génie ou du moins votre courage, vous est épargnée. Les trois convives, qui, à la différence de tous les autres, ont entendu le prêche en le sachant, se meurent. Genet, lui, dort paisiblement, profondément. Il est dans son rêve le plus lointain qu'il faisait dans le Morvan, dans la maison du prêtre. Cette tempête de tourbe est pour lui un corps merveilleux. Il dort, en enfant qui a vaincu le monde. Le règne d'Hermann est son évangile à lui. Bute, Churchill, Tolkien. Trois innocents qui ignorent tout des hommes et des plantes. Trois enfants. Leurs trois babioles les protégeront-elles ? La symphonie, le livre des anneaux et de Sauron, le British Empire. Ces comptines ne font plus rien entendre dans le silence revenu de la grande tourbière. Ils ne respirent plus. Déjà, le bâton du prêcheur a retrouvé sa teinte grise. Sa gaine s'est éteinte. L'ouvrage est terminé. Où est Mulligan ? Interroge Lord Bute. Mulligan. Il sait que la vraie cruauté est là. Inscrit jusqu'au cœur du mutisme où ces plantes agonisent. Genet n'est qu'un rêveur, pense-t-il. Sa mission le déborde de toutes parts. Il est sûrement inouï, ce garçon, pour avoir été approché par les gens de Sion. Sûrement une force et une divination acharnée le relient à Hermann et à son bâton, ne serait-ce que de loin. Magie, magnétisme du corps. Allons, Hermann n'a cure de la magie. Il commande le signe. C'est là, dans les signes, c'est-à-dire dans les mots qui vous parasitent, que se trouvent les poisons les plus affreux, les armes, les tortures les plus noires. Vous pouvez arracher des hurlements et des larmes en retournant les ongles, en brûlant à la cigarette. Vous pouvez mettre à nu, battre à mort et noyer un corps d'homme. Pourtant, il y aura toujours un héros qui tiendra. Dans les tortures du sens mijotées dans la langue, il n'y a pas de héros. La seule douleur, toujours la même, est insoutenable. Aussitôt qu'il frappe, c'est fini, vous êtes mort. Vous n'êtes pas et vous n'avez pas été. Votre corps survit pour que vous souffriez toujours assez peu cependant, pour que dure et se répète sans relâche votre mort, inscrite dans le petit mot qui vous a ôté le sens, l'esprit, la parole et la vie. 3 phrases performatives, tel est le nombre du prêche. La 4e conclut, non qu'il y en ait une pour chacun. 3 phrases qui font un mot, lequel pourrait à lui seul abolir les 3 phrases. Mais il fallait un écrin, n'est-ce pas, pour qu'un mot regagne de sa puissance après qu'il a été galvaudé. 3 phrases comme un chemin vers la tour, qui s'élève, majestueuse, imparable, au bout de l'avenue, ou comme un phare au-dessus de la mer, phare du mot unique. Il fallait le suggérer plutôt que de le dire, car il était encrassé par trop d'usage. Pourtant, c'est ce mot qui a été dit par le prêcheur. Il a retrouvé le brillant et la clarté que regagne l'argenterie qu'on frotte de mie de pain, cette mie dont je parlais. Ce mot dont je parlais, moi. Ce seul mot les tuera tous les 3, et les quelques autres qui s'obstineraient à n'être pas cela, moi. Il faudra bien être moi, car c'est l'ordre des choses, et c'est ce que le monde veut. Ceux qu'écartèle l'infime souvenir d'un objet de plus,
assez vivaces pourtant pour les rendre étrangers à eux-mêmes, eh bien qu'ils crèvent, car ils ne sont plus que des bulles d'air.